Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième conférence midi du Laboratoire d'Histoire et de patrimoine de Montréal. Je m'appelle Jean-Philippe Carlot, je suis le coordonnateur du laboratoire. Avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes qu'il faudrait suivre durant la présentation. Juste vous informer que la conférence de M. Gaudry va durer environ 30 minutes et va être suivie d'une période de questions. On vous demanderait de fermer vos micros et vos caméras durant la présentation parce que la conférence va être enregistrée, va être rendue disponible sur notre page YouTube. On vous demanderait aussi de poser vos questions dans la section clavardage de Zoom, dans le chat. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la conférence et Véronica et moi, on va se charger de les poser à la suite de la conférence à M. Gaudry. C'est pas mal ça pour les consignes. Je vais céder la parole à l'animateur de la conférence, M. Paul-André Linteau, professeur émérite à l'UQAM et grand spécialiste de l'histoire de Montréal. M. Linteau, je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter William Gaudry, qui est doctorant à l'UQAM, où il prépare une thèse sur la conception du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Et puis, depuis 2019, il est aussi directeur de l'atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'atelier est un partenaire régulier du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. En plus, William a été depuis plusieurs années associé à notre laboratoire parce qu'il a eu des mandats d'adjoint de recherche à quelques reprises. Donc, ça me fait grand plaisir de l'inviter à prendre la parole pour nous parler aujourd'hui du cas de la Longue Pointe, le rôle des promoteurs et les déplacements urbains à la Longue Pointe au début du 20e siècle. William. Merci beaucoup, M. Linteau. Alors, je vais me mettre en partage d'écran. Tout le monde voit bien? Parfait. Donc, bien, bonjour à tous. La mini-conférence aujourd'hui, habituellement, on donne des conférences de 2 heures. Donc, c'est tout un défi pour moi d'essayer de rendre ça le plus concis possible. Donc, sans plus tarder, on va parler un peu aujourd'hui des promoteurs, des déplacements urbains qui ont lieu sur le territoire de Longue-Pointe au début du 20e siècle. Donc, mais d'abord, je tiens à préciser que la présentation d'aujourd'hui s'appuie sur un projet de recherche que l'atelier d'histoire mène avec le laboratoire depuis la pandémie nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais c'est depuis environ 1 an. Donc, le projet est en développement. Puis, on peut dire qu'il y a 3 volets à ce projet-là. Le premier volet, qui a été complété par une adjointe de recherche, Anne-Marie Dubray, qui est ici présente. Donc, je tiens à la remercier. Elle a fait un excellent travail pour le dépouillement. Donc, on sait que ça a dépouillé le recensement de 1911. Pourquoi 1911? Parce que ça permet vraiment de prendre le pouls de l'ensemble des projets immobiliers qui se développent à Longue-Pointe et qui sont concurrents au début du 20e siècle. Ça donne vraiment un bon portrait de ce qu'on retrouve en termes de ménages puis de familles sur le territoire de Longue-Pointe. Donc, et au total, on parle de 9 projets immobiliers. Mais aujourd'hui, pour les fins de la présentation, on va analyser les 2 principaux, que sont le parc terminal et Tétroville. Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer ça. C'est où, comment ça s'est formé, ces projets-là, pour ceux qui connaissent moins le territoire de Mercier. Et au total, c'est 645 chefs de ménage. Donc, quand je dis qu'Anne-Marie a fait du travail phénoménal, dépouiller les données pour ces 645-là, c'était colossal. Et ça totalise 3300 personnes. En fait, le deuxième volet qui est encore plus intéressant, c'est que là, on voulait retracer d'où venaient les chefs de famille avant de s'installer à Longue-Pointe pour voir un peu les patterns de déplacement. Donc, est-ce qu'ils proviennent d'une part, comme on l'entend souvent dans l'historiographie, de l'extérieur de la ville de Montréal ou de l'île de Montréal,
Souvent, on entend, moi, dans mes cours d'histoire, on me disait souvent que l'urbanisation à Montréal du début du 20e siècle était très en lien avec l'exode rural. Donc, ou plutôt, c'est un phénomène de déplacement urbain. Donc, comme le titre l'indique de la présentation, la conclusion de nos recherches nous amène à penser qu'on assiste plus à un phénomène de déplacement urbain. Donc, les chefs de famille sont déjà établis à Longue Pointe, pas à Longue Pointe, à Montréal et se déplacent par la suite dans les projets immobiliers de Longue Pointe. Et enfin, le troisième volet qui sera complété là, cet hiver, c'est de cartographier l'ensemble des résultats de recherche, tant pour les données socio-économiques que pour la provenance, dans la plateforme schéma du labo. Mais avant de commencer, je pense que c'est toujours important, je commence toujours mes conférences comme ça, il faut situer notre terrain de jeu. Donc, c'est quoi Mercier? Où c'est situé pour ceux qui connaissent moins le quartier? Mercier, après Ville-Saint-Laurent, c'est le deuxième plus grand territoire sur l'île de Montréal. Donc, c'est 20 km². Donc, est-ce que tout le monde voit bien ma souris? Donc, vous voyez bien la souris? Parfait. Oui. Donc, ouais. Du côté ouest, c'est la rue Viau. Donc, et du côté est, la rue Gontier, la limite avec la ville de Montréal-Est. Par contre, au nord, les frontières sont plus irrégulières, sont en dents de scie. Je ne vous expliquerai pas les raisons qui expliquent ces frontières-là irrégulières, ça serait trop long. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que la pointe ici, qui est la plus au nord, c'est la rue Jean-Talon. Donc, quand même, du fleuve jusqu'à la rue Jean-Talon, c'est un vaste territoire qui est coupé en deux et qui a toujours été ainsi depuis la fin du 19e siècle. Le territoire est coupé aujourd'hui par l'autoroute 25 qui passe vraiment en plein milieu du territoire de Mercier. Mais moi, je dis toujours, l'autoroute 25 et le pont-tunnel a tout simplement confirmé une scission qui est existante depuis le 19e siècle, à savoir les terres des Sœurs de la Providence de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est aujourd'hui Louis-Hippolyte Lafontaine, qui a toujours coupé le territoire en deux et qui a formé une municipalité indépendante jusqu'en 1982. Donc, ça a duré quand même assez longtemps. Et cette scission-là va avoir un effet sur les projets domiciliaires qu'on va retrouver à Longue Pointe au début du 20e siècle, puis aussi dans les patterns de développement et les axes routiers. Donc, il va avoir un effet majeur sur l'aménagement du territoire. Puis on la voit bien ici, de par cette photo-là, qui date une carte postale qu'on a à l'atelier, qui date vers 1925. C'était vraiment un endroit à part, Saint-Jean-de-Dieu, et qui avait sa propre identité. Il en va de même pour le vieux village de Longue Pointe, qui est dans la Longue Pointe, le prononcement de terre qu'on retrouve dans l'axe aujourd'hui de l'autoroute 25. Donc, et qui est un village vraiment tricentenaire, là, qui a commencé à se constituer dans les années 1700, puis par la suite va un peu développer sa propre identité. Donc, nous, vraiment, le village de Longue Pointe, bien qu'il soit important dans le développement du quartier, ce n'est pas le but du projet. Nous, on veut voir comment est-ce que la périphérie s'est développée à l'aide des projets immobiliers du début du 20e siècle. Ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, les vieilles familles de Longue Pointe, mais également des familles immigrantes, principalement écossaises et irlandaises, qui vont s'installer à Longue Pointe au début du 19e siècle, dans la première moitié, je devrais dire. La plupart de ces fermiers-là n'ont pas de relève, comme on va voir avec un des projets domiciliaires. Ils n'ont pas de relève, donc. Et ils atteignent quand même un âge, à l'époque, l'âge d'or, c'est plus de 60 ans. Donc, ils dépassent la soixantaine, n'ont aucune relève, puis ils vont vendre en même temps leurs propriétés, vont les mettre sur le marché tout en même temps. Et il va y avoir des promoteurs basés à Montréal qui vont décider d'acheter les propriétés en masse, l'ensemble des lots, comme on va voir, puis pour les subdiviser ensuite en faire du développement urbain. Je vous ai fait une belle carte. Merci au labo qui m'a appris à utiliser QGIS. Donc, avant le labo, je ne connaissais pas QGIS. Ça a changé ma vie, honnêtement. Puis, on voit ici, en même temps, là, en 1918, l'ensemble des projets immobiliers qui se concurrencent sur le territoire de Longue Pointe. Donc, c'est quand même assez
visible de par cette carte-là. Mais pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, ce sont deux projets, les deux principaux, qui correspondent à plus de 80 des chefs de ménage qui ont été recensés en 1911. Donc, le projet de Tétroville, donc dans Mercier-Est, et le projet du parc terminal dans Mercier-Ouest. En même temps, ça permet d'avoir un aperçu plus général des deux parties de Mercier qui ont toujours été divisées par les terres de Saint-Jean-de-Dieu. Et là, je donne une petite primeur. On est en train de faire un inventaire patrimonial pour la Ville de Montréal, sur le territoire de Mercier. Puis on peut voir comment ces projets domiciliaires-là ont eu un impact sur le développement du territoire et comment ces projets-là constituent vraiment le squelette de l'urbanisation dans le quartier. Si je fais des allers-retours avec la carte précédente, donc, on peut voir vraiment que le tissu urbain suit parfaitement les projets domiciliaires. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, le parc terminal ici, on peut voir vraiment le squelette qui commence à se former. Puis, dans les années 50-60, ce sont toutes les poches qu'on retrouve autour qui vont s'urbaniser. Donc, mais vraiment, les projets domiciliaires ont un impact fondamental dans le développement du quartier. On le voit encore ici. Là, on retourne un petit peu plus dans le temps. En 1935, on voit vraiment comment ça suit parfaitement là, les projets là, immobiliers. Maintenant, avant de commencer à parler un peu du produit de la recherche, je pense que c'est important qu'on mette en contexte le développement de ces deux projets-là, que sont le parc terminal et Tétroville. Commençons par le parc terminal, où personnellement, je suis originaire, mais bon, c'est pas à cause de ça que j'ai choisi. Il y a quand même une rigueur scientifique derrière ça. Donc, au parc terminal, on est vraiment devant une ferme qui est sans relève. Donc, la famille Dixon, donc c'est pour ceux et celles qui connaissent la rue Dixon dans l'est de Montréal. La famille occupait le lot là, depuis 1876. Donc, c'est une famille irlandaise qui est arrivée durant la Grande Famine. Puis, d'abord s'installe à Montréal et ensuite acquiert certains capitales pour aller s'installer plus en campagne, qui est Longue Pointe là, au 19e siècle. Donc, William Brown Dixon et Clarissa ont eu 4 enfants. Donc, William, Robert, Wallace et Clara. Donc, et l'ensemble de leurs enfants, au moment où est-ce que William Brown Dixon, au début du 20e siècle, il est rendu à plus de 65 ans. Là, donc, ce qui fait en sorte que là, il songe à prendre sa retraite. Mais là, il n'y a aucune relève. Son fils William est dans l'industrie du lait, donc à Montréal. Son fils Robert est en affaires, contremaître en voirie. Wallace est en Alberta et Clara, ben, étant donné que c'est une femme, elle ne peut pas prendre en charge la ferme. Donc, William Brown Dixon est placé devant le fait qu'il n'a pas de relève pour sa terre. Et donc, va décider de la vendre à des promoteurs de Montréal. Donc, la voici, sa terre. Donc, elle est vendue en 2 temps. D'abord, en 1902, à partir de la ligne homologuée du chemin de fer qui existe toujours aujourd'hui, le Canadien Norton, à l'époque qui s'appelait le Châteauguay Norton, traverse vraiment, coupe le territoire de Mercier en 2 et va créer une cicatrice qui est encore présente aujourd'hui. Mais cette cicatrice-là, c'est à partir de celle-ci que va se constituer vraiment les projets domiciliaires, comme on va le voir tantôt. Et en deuxième temps, au nord, c'est la partie du parc terminal tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est acheté 2 ans plus tard par les promoteurs. Et la partie au sud est consacrée à une industrie ferroviaire, donc la Montreal Locomotive Works, qui ouvre 2 ans avant les Shop Angus, qui était le principal fournisseur des compagnies autres que le Canadien Pacifique. C'est important juste de jeter peut-être un petit coup d'œil aux promoteurs urbains. Qui ils sont? De où est-ce qu'ils viennent? Parce que souvent, les promoteurs, ce qu'on remarque dans la recherche qu'on a effectuée, c'est qu'ils sont impliqués également ailleurs. Donc, ils ont des intérêts ailleurs dans l'est de Montréal, des fois plus à l'ouest, mais surtout dans l'est de Montréal. Donc, Alexandre-Henri Audette
un agent immobilier très, très important dans l'Est de Montréal au début du 20e siècle. Donc, possède des terrains, notamment à Maisonneuve. Comme on va voir, le parc terminal, lui, est une sorte de succursale de la ville de Maisonneuve, un appendice. Donc, son développement est très lié à celui de Maisonneuve, étant donné que c'est un des bassins industriels les plus importants à Montréal au début du 20e siècle. Un autre personnage important en lien avec le développement du parc terminal, c'est Joseph Étier. Donc, très impliqué dans le milieu de l'épicerie de gros. Donc, il a été conseiller municipal de d'autres municipalités. Également président de l'Association des épiciers de gros de Montréal. Et enfin, un personnage qui est mieux connu, disons-le comme ça, c'est Oscar Dufresne. Oscar Dufresne, très impliqué, conseiller de la ville de Maisonneuve, avec son frère Marius, va construire plusieurs bâtiments emblématiques de l'ancienne cité de Maisonneuve qui font la réputation du quartier actuellement. Donc, lui, vous voyez, là, il est quand même impliqué dans Maisonneuve et dans le parc terminal. Donc, les liens entre les deux, et dans nos recherches, on a permis, bien entendu, je passe un peu vite, là, mais dans nos recherches, on a pu déterminer que les liens étaient très étroits entre ces promoteurs-là, puis le développement de Maisonneuve. Ils n'ont jamais mis un pied dans le parc terminal. Ces promoteurs-là, sauf Oscar Dufresne qui lui habitait le château Dufresne à Maisonneuve, l'ensemble des promoteurs œuvrent à partir du Vieux-Montréal essentiellement. Donc, ici, leur bureau de la compagnie de construction de Saint-Laurent qui était une sorte de compagnie qui regroupait l'ensemble des promoteurs du parc terminal, avait ses bureaux en face de l'église Notre-Dame sur la rue Saint-Sulpice. Pour ce qui est de Tétroville, c'est vraiment associé à la personne de Pierre Tétrault. Donc, Pierre Tétrault, juste pour vous donner une idée, on a donné une conférence de 2 heures juste sur son histoire. Donc, il va falloir un peu être plus concis. Donc, Pierre Tétrault, lui, a passé une partie de sa jeunesse aux États-Unis. Donc, il arrive avec une certaine fortune ici à Montréal au début du 20e siècle. Donc, c'est différent des promoteurs du parc terminal qui, eux, sont déjà sur place, sont impliqués dans un paquet d'affaires avant de développer le secteur à Longue Pointe. Pierre Tétrault, lui, va habiter la terre qu'il va acheter de la famille Archambault. Donc, la voici. Donc, en plein milieu de ce qu'on considère comme Mercier-Est aujourd'hui, qui va, c'est pour cette raison-là qu'on appelle tout Mercier-Est Tétroville, parce que son projet domiciliaire va avoir le plus de succès parmi les autres qui vont se développer autour. Donc, il achète la terre en 1896, mais va seulement la subdiviser en 1902, ce qui en fait le plus ancien projet du secteur de Mercier. Comment ça fonctionne à l'époque? Étant donné qu'il n'y a absolument aucune façon de réglementer la construction des édifices, les promoteurs ils se résument vraiment à subdiviser les terres en plus petits lots pour les revendre à profit individuellement. Puis, il n'y avait aucune forme d'encadrement en termes de construction, comme on peut le voir à Maisonneuve, par exemple. Donc, ce qui fait que les promoteurs, une fois qu'ils vendaient les petites parcelles de terrain, bien, les acheteurs pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient construire un shoebox, un triplex, un duplex, une industrie, ce qui fait en sorte que le quartier Mercier, comme j'explique souvent, est parmi les plus dépareillés à Montréal. Donc, ça date vraiment de cette période-là. Et comme vous pouvez le voir, la ligne du chemin de fer constitue toujours la base de départ de ces projets-là. Donc, on subdivise toujours à partir du fleuve jusqu'à la ligne ferroviaire et dans un second temps, on subdivise la partie au nord parce que les terrains ont plus de valeur entre le fleuve et la ligne ferroviaire. Un autre personnage important dans le développement de Tétroville, c'est Guillaume Williams. Et pour nous, c'est très important parce qu'on est en démarche pour faire reconnaître sa maison patrimoniale. Donc, Guillaume Williams est originaire d'Afrique du Sud. Il arrive à Montréal en 1903 où est-ce qu'il va œuvrer à titre de journaliste pour le journal Les Débats, courte durée. Puis, pour une raison qu'on ignore, il va faire la connaissance de Pierre Tétrault, qui va l'amener par la suite à s'installer sur la terre de Pierre Tétrault. Mais Guillaume Williams, lui aussi, il va acheter un lot. Donc, il va faire partie de Tétroville. C'est pour ça qu'on les met les deux ensemble, puisque Guillaume Williams était l'agent d'immeuble de Pierre Tétrault.
Donc, il va acheter le lot tout de suite à côté d'une vieille famille qui est également sans relève, la famille des Hôtels d'Île-à-Pointe. Donc, la famille des Hôtels est présente à Longue-Pointe depuis la Nouvelle-France, comme la famille Archambault d'ailleurs. Donc, pour distinguer les deux, d'un côté, on a le parc terminal qui est vraiment une affaire associée à des promoteurs de Maisonneuve principalement, et de l'autre, Tétroville, qui est associé à des personnalités, soit Pierre Tétrault et Guillaume Willems. Guillaume Willems se divise sa terre en 1906 de la même façon que le parc terminal et Tétroville. Donc, toujours des petits lots situés de part et d'autre d'une ou de deux rues là, selon la taille des lots. Je me suis permis un peu, pour les fins de la présentation, de vous présenter sa maison parce qu'elle a une architecture unique à Montréal. Une architecture de style germanique qu'on retrouve nulle part ailleurs dans l'Est de Montréal. Je n'ai pas fait d'inventaire ailleurs à Montréal, mais on est en démarche présentement pour la faire reconnaître. Je pense que c'est important d'en informer le laboratoire parce que c'est vraiment une maison là, qui a une richesse historique et architecturale là, qui est non négligeable. Par contre, même si on a affaire à un projet qui est mené par des individus, vraiment, et non pas par une compagnie, il faut dire quand même qu'ils œuvrent à partir du centre-ville. Donc, les bureaux de Pierre Tétrault et de Guillaume Willems étaient sur la rue Saint-Laurent, donc où est-ce qu'il y a le palais de justice présentement. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que se regroupaient les promoteurs, étant donné que le bureau d'enregistrement des actes notariés n'était pas tellement loin. Donc, c'était plus facile pour eux d'aller faire signer les contrats. Et tous ces promoteurs-là vont en venir à dominer la vie politique de Longue-Pointe. Donc, on ne les parcourra pas toutes, mais comme vous pouvez voir, les noms, ce sont vraiment ils sont associés au projet domiciliaire. Donc, Midas Lapointe avait le sien, Omer Dufresne, le parc Dufresne, Pierre Zotigui, le secrétaire trésorier, était aux origines de Guibault, un autre projet. Robert Dixon, le fils de William Dixon, qui n'avait pas de relève, donc lui, il va continuer sa vie professionnelle à titre de contracteur routier et est impliqué dans le développement du parc terminal. Donc, et pour ces promoteurs-là, en dominant la vie politique, ça leur permet de faire avancer leurs intérêts personnels, leurs intérêts de promoteurs. Et à l'époque, la ligne entre les deux est très mince, puis c'est quand même considéré acceptable. Donc, bon, maintenant que la table est mise, on pourrait parler de la première, c'est-à-dire la première phase du projet. On voulait voir c'est quoi les principaux arguments de vente de ces entrepreneurs-là à partir des publicités qu'on retrouve dans plusieurs journaux. Puis on en a listé quelques-uns. D'abord, il faut que les terrains soient à bon prix pour inciter les chefs de famille à déménager plus à l'est dans des secteurs qui sont peu développés. Il faut qu'il y ait à proximité des emplois, des transports, mais aussi, c'est souvent un aspect qu'on néglige, ça prend une paroisse. Pourquoi? Parce que tout gravite autour de la paroisse. Les sports, les œuvres sociales, l'école, etc. Puis enfin, une fois que tout ça est mis en place, ça permet à des familles de venir s'établir, à des commerçants également, qui peuvent offrir des services, ce qui encourage encore plus les chefs de famille à s'établir dans le quartier. Donc, comme vous pouvez voir, ça ne coûtait pas cher à l'époque, donc 25 cents, 50 cents. J'aurais aimé ça avoir un terrain à ce prix-là. Donc, aujourd'hui, on a un bungalow à 400 000, mais à l'époque, les terrains sont abordables. Puis on peut voir dans cette publicité-là qui, pour moi, est très intéressante, on voit l'ensemble des arguments là. Donc, au nord des usines de Longue-Pointe, la Montreal Locomotive Works, la proximité du tramway, etc. Comme j'ai expliqué tantôt, le quartier est vraiment coupé en deux par la présence du tramway. Donc, une des raisons pour qu'on appelle le parc terminal comme ça, c'est que
c'est justement la ligne de la compagnie de chemin de fer du terminal qui traversait l'ensemble de l'est de l'île jusqu'au pont de Menage-Charlemagne. Donc, et la ligne ferroviaire, de tramway est inaugurée précisément le 28 mai 1903 lors de l'ouverture du tunnel Rouen, qui était vraiment le tronçon manquant. Ce qui va permettre à l'ensemble des promoteurs de bénéficier d'un axe de transport nouveau qui dessert l'ensemble de l'Est de Montréal et qui permet d'accéder au centre-ville plus rapidement, mais plus précisément encore aux usines de Maisonneuve, comme on va le voir bientôt. Le tramway s'installe au parc terminal en 1904, donc au moment où est-ce que les promoteurs entament leur projet. C'était au coin des rues Mont-Sabré et Souligny. Donc, comme on peut le voir ici, magnifique photo de la STM. Tandis qu'à Tétroville, c'était un peu particulier. Ce qui va faire le succès de Tétroville par rapport aux autres dans Merciès, c'est que Pierre Tétro va négocier avec la compagnie de tramway une desserte nord-sud. Donc, le tramway qui continuait sur la rue, on a la rue Souligny ici. La rue Souligny est ici. Donc, le tramway continue dans la desserte ferroviaire plus à l'est, mais également, Pierre Tétro a pu négocier une desserte vers le nord qui permettait le développement de l'ensemble de sa terre sur le long. C'est ce qui va permettre à son projet de se démarquer parmi ceux qu'on retrouve dans Merciès. Et on le voit ici comment, géographiquement, il y a vraiment une coupure. Donc, les projets vraiment débutent à la rue Notre-Dame ou au fleuve, là, ça dépend, puis s'arrêtent habituellement à la ligne ferroviaire. Donc, le parc terminal, lui, commence au nord, puis on retrouve les usines de la Montreal Locomotive Works au sud. Et comme on va voir, la plupart des chefs de famille travaillent dans cette usine-là. Donc, on retrouve dans nos pointes des grands employeurs. La Montreal Locomotive Works, comme on peut voir ici, au coin des rues. Ici, on a Dixon et Notre-Dame. La Canadian Steel Foundry, juste à côté. Donc, c'est vraiment voisin. Donc, ce sont des grands employeurs qui emploient des fois 1000, 2000 personnes lors de leur période de croissance, donc principalement dans les années 1910. Bien entendu, la Canadian Vickers, qui est, à travers les recensements, c'est un des principaux employeurs aussi qu'on permet d'identifier, qu'on peut identifier, c'est-à-dire. Mais surtout, les grandes usines de Maisonneuve, qui est vraiment, Maisonneuve, c'est la capitale de la production de la chaussure au Canada, là, à l'époque. Monsieur Linteau, vous pouvez me corriger, il me semble que c'est le Commonwealth même. Donc, on remarque beaucoup de cordonniers dans le recensement, puis qui travaillent dans les usines de Maisonneuve. C'est normal, puisqu'il y a proximité, donc c'est la ville voisine de Longue-Pointe. Enfin, parmi les derniers éléments qui permet qu'on considère comme un facteur d'attraction, c'est la création des paroisses. Les promoteurs vont également exercer beaucoup de pression sur l'archevêché pour créer des paroisses, justement, se détacher de la paroisse mère, qui est Saint-François d'Assise, pour créer de nouvelles paroisses, parce que ça commence à faire loin un peu aller à l'église dans la municipalité voisine ou à Longue-Pointe. Donc, marcher de cet endroit-là ici, en hiver, ce n'est pas facile. Donc, en ayant sa propre paroisse, ça permet au secteur de se développer, puis aussi d'avoir ses institutions scolaires. Parce que la paroisse, tout est centré autour d'elle. Hein? Donc, aujourd'hui, ça ne paraît pas, mais à l'époque, que ce soit la vie religieuse, les œuvres sociales, et plus tard, le mouvement des caisses populaires, tout est centré autour de la paroisse. Donc, tant qu'il n'y a pas de paroisse, le secteur ne peut pas se développer. Puis, on remarque dans les publicités, à partir des années 10, donc c'est un argument qui revient souvent. Maintenant, au niveau des statistiques, puis on remarque là, plusieurs éléments là, importants. D'abord, la plupart des chefs de famille sont dans le parc terminal des ouvriers là, qualifiés. Donc, non qualifiés. Ce qui fait en sorte que, là, je m'aperçois que je n'ai pas le bon graphique, je m'en excuse. Donc, les ouvriers sont principalement non qualifiés.
et qui travaillent surtout dans l'usine de la Montreal Locomotive Works et dans celle de Maisonneuve. Donc, souvent, ce qu'on retrouve, c'est, par exemple, des usines de chaussures, la Vickers, la Montreal Locomotive Works. Le salaire médian, par contre, est de 650 $ par an, ce qui est légèrement au-dessus de la moyenne qu'on remarque là, à Montréal à l'époque, mais l'horaire moyen est de 60 heures par semaine. Et je vous ai mis en rouge, ce sont les mauvais salaires et en vert, les bons salaires. Bien entendu, tout ce qui est col blanc et ouvriers qualifiés gagnent plus cher. Et la majorité des chefs de famille qui habitent au parc terminal gagnent malheureusement des mauvais salaires. Mais ce qui permet d'équilibrer le tout, c'est qu'on retrouve des employés qualifiés qui font des très hauts salaires. Donc, qui permet de compenser l'ensemble des ouvriers non qualifiés qui gagnent moins cher. Pour Tétroville, donc, on est dans une situation un peu similaire, sauf que le salaire médian est légèrement plus bas, donc à 600 $. On retrouve, c'est plus varié dans le type de métier qu'on retrouve. Ce qui permet aussi de voir, c'est qu'on a affaire à des projets domiciliaires qui sont très modestes. Les gens qui s'établissent dans ces projets-là sont habituellement des grosses familles et qui ont des revenus quand même assez faibles. Au niveau de l'immigration, ce qu'on remarque, c'est que, bien entendu, ce sont des bastions canadiens-français, on peut se dire comme ça. Mais quand même, pour les deux projets, on arrive à la même conclusion, c'est 14 % d'immigrants. Principalement des immigrants de première génération qui ont immigré entre 1900 et 1911. Donc, bien entendu, on a de la difficulté à retracer, puisque la théorie, c'est que probablement, ils ont des connaissances en arrivant à Montréal ici, habitent chez la personne, donc on ne peut pas les retracer dans la nuit à leur vol. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils émigrent, puis la première trace d'apparition dans les Lovers, c'est lorsqu'ils sont établis soit dans le parc terminal ou à Tétroville. Et bien entendu, ça correspond à la vague d'immigration européenne du début du 20e siècle, des immigrants principalement d'Angleterre et de l'Europe de l'Ouest, bien qu'au parc terminal, on remarque certains immigrants de l'Europe plus méditerranéenne et du Nord. Puisqu'on a affaire à des bastions canadiens-français, bien entendu, ça se reflète dans la pratique religieuse. Dans le recensement de 1911, on remarque que les chefs de famille sont majoritairement catholiques, mais il y a une petite minorité protestante. Habituellement, ça ne dépasse pas vraiment 10-15 %. Donc, on a affaire vraiment à une société qui est assez monolithique là, dans sa pratique religieuse, puisque les institutions protestantes vont être souvent localisées à l'extérieur du quartier. Puis enfin, pour la provenance, qui est l'aspect, selon nous, à l'atelier d'histoire le plus intéressant, c'est qu'on a affaire vraiment à un déplacement urbain. L'exode rural y est pour à peu près rien. Donc, les chefs de famille qu'on a pu retracer sur les 200 quelques, par exemple, il y en a seulement 12 qui proviennent de l'extérieur de Montréal pour le parc terminal. Donc, c'est vraiment marginal. L'ensemble des chefs de famille proviennent des 5 mêmes quartiers. C'est la même chose pour Tétroville. C'est juste les ordres de priorité sont différents. Donc, le premier quartier, c'est Sainte-Marie, donc, qui est dans l'Est. Donc, par la suite vient Maisonneuve, de par la proximité du parc terminal. Ensuite, Saint-Jacques, les municipalités qui constituent aujourd'hui le plateau Mont-Royal, je les ai mis ensemble parce que souvent, c'est Saint-Louis, Delorimier, etc. Et enfin, Hochelaga. Bon, ça se voit aussi dans l'âge médian. Donc, dans l'âge médian qui est de 37 ans, ça permet d'amener l'hypothèse que les chefs de famille sont établis depuis un certain temps à Montréal. Parce que si on observait un âge médian, par exemple, de 20-22 ans, ça serait peut-être différent. Donc, ils habitent déjà à Montréal et plus précisément dans la partie est de la ville et se déplacent plus à l'est. Donc, l'exode rural y est pour rien, ce qui permet un peu de nuancer l'historiographie qui amène souvent ça là, comme argument.
pour Tétroville, comme vous pouvez le voir, même chose. Ce sont les mêmes quartiers qui reviennent, sauf que l'ordre est différent. Maisonneuve arrive en premier, puis il y en a seulement 11 qui proviennent de l'extérieur de l'île de Montréal, qu'on a pu retracer, là, bien entendu. Puis l'âge médian est similaire à peu près au parc terminal, soit 38 ans, un an de plus. Donc, et là, je m'aperçois que j'ai dépassé un peu. Ça tombe, à conclure. Ça tombe bien parce que c'est ce qui permet de conclure la présentation. Donc, ça a été un peu vite, j'en conviens. Donc, je suis disponible pour des questions, précisions, là, si vous en avez. Je n'ai pas vu apparaître dans le chat, par contre, là. Oui, bien, je peux me lancer. Donc, je me présente. Là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais vous m'entendez. Donc, je m'appelle Véronica Bradley-Mouton. Je suis, entre autres, le responsable des communications au Labo. J'ai eu quelques questions en privé à moi directement. D'ailleurs, de M. Yves, là, je ne vois pas votre nom de famille, qui, en fait, avait deux questions. Une à laquelle tu as partiellement répondu. Il voulait avoir un peu plus d'informations par rapport là, au prix des terrains. Il se demandait s'il y a une étude sur le prix des terrains dans les autres quartiers à des fins comparatives. Sur le prix des terrains, moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas d'études vraiment très précises. Nous, on a commencé à le faire pour le secteur Viauville, mais pour les loyers, par contre. Donc, déterminer les différences de loyer selon telle ou telle partie de Viauville. Mais non, malheureusement, là, pas à ma connaissance, peut-être M. Linteau qui est beaucoup plus connaisseur que moi de l'historiographie pourrait répondre, mais moi, à ma connaissance, non, j'en connais pas. Non, il n'y a pas eu d'études là-dessus et c'est tellement complexe à faire. Il faudrait retourner à tous les contrats d'achat initiaux, là, pour voir combien effectivement s'est vendu le terrain, à quel montant il s'est vendu. Une façon peut-être plus facile de travailler serait de prendre l'évaluation foncière par la municipalité avant les constructions puis après, tu sais, mais c'est des études d'une ampleur considérable là, quand on veut s'embarquer là-dedans, puis il n'y a personne qui est essayé, là. D'accord. Puis il y a M. Guillet, donc, qui a précisé son nom de famille, qui disait, dans ce cas-ci, les publicités de l'époque restent quand même une source qui peut être intéressante, là, de ce qu'on en comprend, sans faire une grande étude exhaustive. C'est sûr, nous, de notre côté, le projet, c'était plus une phase vraiment préliminaire, là, l'étude des publicités. C'est pour voir les principaux arguments qui ressortaient. Mais oui, il y aurait une étude plus poussée à faire sur le contenu, là, puis l'évolution de cet argumentaire-là dans le temps. Non, mais pour nous, le projet était vraiment figé pour 1911. C'est parce que les chiffres qu'on voyait sur la photo, sur le panneau, 75 cents, c'était pas le coût d'achat du terrain, là. C'était des versements parce qu'on venait d'inventer la vente à tempérament. Ça a commencé au milieu de la décennie, là, entre 1900 et 1910, de dire aux gens, ben, vous payez juste 75 cents par semaine ou par mois, puis, mais combien d'années, combien de temps, on ne le sait pas là, dans ces publicités-là. Donc, on cherche à accrocher des acheteurs qui sont modestes, qui sont des ouvriers. On cherche à les accrocher par la possibilité d'acheter en répartissant la dette sur le long terme. Okay. Merci pour cette précision. Donc, il y a Mathieu Lapointe qui dit, en fait, j'aimerais en savoir plus sur les transformations ultérieures du secteur, donc construction du port, base militaire, et tout ça vers quelle époque? C'est une grande question pour William. Oui, bien ça serait une autre conférence de 2 heures parce que on observe 2 vagues de développement, avant 45 puis après 45. Parce qu'après 45, ce qui va caractériser Mercier, c'est l'ensemble
des grands projets de promoteurs-constructeurs. Parce que là, à cette époque-là, on n'a pas affaire à des promoteurs-constructeurs. Ce sont vraiment des promoteurs qui vendent des terrains. Puis le tout s'organise un peu organiquement là, par la suite. Dans les années après 45, ce sont vraiment des grands projets, donc surtout basés sur la banlieue américaine principalement. Donc, on retrouve après 45. Mais non, ça serait trop long, là, honnêtement, de faire l'inventaire de l'ensemble de ces projets-là. Monsieur Gaudry, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous avez vous connaissez une histoire du secteur? Je m'excuse, j'ai manqué les premières minutes de votre conférence, mais où est-ce que vous avez un article à conseiller pour comprendre un peu l'histoire globale du secteur? Malheureusement, c'est la question qui tue, qu'on reçoit souvent. Il n'y a pas de synthèse historique sur le quartier Mercier, comme il n'y en a pas sur Hochelaga par ailleurs. La seule synthèse qu'il y a sur l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est la synthèse de M. Linteau sur la ville de Maisonneuve. Mais autrement, nous, on est en train de faire l'inventaire patrimonial de Mercier. On a un volet après 45, un volet avant 45 aussi. Puis le tout va être cartographié, ce qui permet quand même d'avoir une synthèse sur l'évolution des bâtiments. Mais pour les histoires générales, et pour l'instant, il faut suivre nos conférences pour en apprendre davantage. Merci. Je peux reprendre le fil. Puis ensuite, si jamais il y a des gens qui se sentent plus à l'aise, là, comme spontanément, comme Mathieu, de poser la question, ça convient également. Mais dans le clavardage, il y a Pierre Blot qui nous mentionne en fait, le déplacement urbain a-t-il un lien avec les annexions de la ville? Donc, plus spécifiquement, quitter, par exemple, Ville-Marie vers la banlieue. Tu sais, s'il y a eu comme plusieurs étapes, ensuite Hochelaga-Maisonneuve, puis Longue-Pointe. Donc, de ce que j'en comprends, c'est une genre de chaîne à travers la ville. Est-ce que vous étiez en mesure de recenser ça? Donc, c'est la question de Pierre Blot. Bien, nous, quand on retraçait la provenance, on partait vraiment de la première apparition dans le Lovell à l'adresse à Longue-Pointe, que ce soit le parc terminal ou autre. Puis, on retraçait la première apparition ailleurs dans le temps. Donc, c'est comme ça qu'on procédait. Donc, on ne retraçait pas par la suite antérieurement où est-ce que cette personne-là était avant son adresse précédente. Donc, on s'arrêtait à la première adresse précédente, disons-le comme ça. Parfait, merci. Voulez-vous que j'intervienne? Je suis Pierre Blot. Oui, allez-y, M. Blot. C'est juste pour... mes ancêtres sont dans les familles pas fondatrices, ils étaient à Montréal dans les années 1666 et j'ai vu qu'ils ont déménagé du centre-ville, la Porte-Saint-Martin, vers Hochelaga. Et quand Hochelaga a été annexé par Montréal, sont des familles fondatrices de Maisonneuve. Les 25 ont signé au lieutenant-gouverneur pour Maisonneuve. Et cet ancêtre-là, entre autres, là, par la suite, on est rendu dans les années 1900-1920, ont acheté des terrains montréalais et se retrouvent, moi physiquement, je me retrouve à Pointe-aux-Trembles. Fait qu'il y a eu comme un déplacement, toujours en étant à Montréal, mais il y avait comme une... J'ai senti dans mes recherches que c'était pour s'éloigner du centre-ville ou de l'administration municipale de l'époque. Et on a un peu le même effet aujourd'hui. Les gens quittent la ville de Montréal pour la banlieue. Je faisais juste ce parallèle-là dans mon propos. Ben, en fait, ça serait... il y aurait une recherche à faire là-dessus, là, honnêtement. Je ne pense pas qu'à l'heure où est-ce qu'on se parle, on pourrait conclure que les annexions ont une quelconque influence sur ce déplacement-là. Par exemple, moi, je prends l'exemple de ma famille. Les Gaudry, lorsqu'ils sont arrivés en Nouvelle-France, ont commencé à Sainte-Anne-de-Bellevue. Par la suite, au fil des générations, on était à Pointe-Claire, après à La Chine, après à Sainte-Cunégonde, après à Hochelaga. Donc, il y a différents... c'est du cas par cas. Pour moi, je ne pense pas que les annexions ont une quelconque influence là-dedans. D'autant plus que si votre famille était dans Hochelaga, sur le territoire de Maisonneuve, qui auparavant était la ville d'Hochelaga avant l'annexion, ça se peut qu'il y ait continuité à cet effet-là aussi. Là. Donc, je ne sais pas où c'est qu'ils étaient à Hochelaga avant l'annexion. Si je peux me permettre, en 1830, il était entre le fleuve, la rue Notre-Dame, dans le lac de la rue Nicolet, Chauffournier.
Et dès que ça a été annexé, ils ont acheté Saint-Clément-Adam, Notre-Dame-des-Jardins dans les années 1860-1880. Puis on peut le voir à l'inverse, c'est pas nécessairement de fuir une municipalité qu'on n'aime pas, mais d'aller vers des nouvelles opportunités dans une autre municipalité, qui selon moi est une hypothèse plus probable, là, mais c'est à démontrer. Là. Ce qu'on va voir beaucoup après la Deuxième Guerre, c'est bien connu, même si ça n'a pas été étudié systématiquement, que beaucoup de gens qui étaient locataires dans Maisonneuve, quand ils vont vouloir devenir propriétaires, vont rester dans l'Est, vont s'en aller vers Pointe-aux-Trembles ou vers Longue-Pointe. L'accès à la propriété amène une migration dans l'après-guerre, mais qui est souvent dans le même axe. Tu sais, c'est pas fréquent de voir quelqu'un de Maisonneuve aller acheter une maison à la Chine, mettons. Ça peut arriver, mais l'espace mental, le territoire mental des gens, il y a des axes là c'est assez normal que les gens se déplacent dans ces axes-là. Tu sais. Et l'inverse était vrai. On a quelques informations sur les gens qui venaient de la campagne et qui arrivaient en ville. Bien, on sait que dans l'Est, à Maisonneuve, par exemple, et dans ces coins-là, on recevait plus de gens de Joliette, de Lanaudière, que de gens de la prairie, disons. Les gens de la prairie allaient plus vers Verdun, vers le sud-ouest de Montréal. Il y avait des axes un peu. Et comme pour les migrations intérieures dans la plaine de Montréal, il y avait des chaînes migratoires comme pour les migrations internationales. Et ça, Sherry Olson l'a bien montré dès le 19e. Là, les gens du même village à Terrebonne, disons, qui s'en venaient à Montréal, bien, il y avait tendance à retrouver de la parenté déjà installée dans la ville, à s'installer dans le même coin. Les chaînes migratoires ont pour effet de renforcer ça. Mais on n'a pas d'études systématiques de tous ces déplacements-là. On a des bribes qui permettent d'avancer des hypothèses, là, comme celles qu'on trouve dans le livre de Sherry Olson. Donc, merci Paul-André pour ce complément. Il y avait Joanne Burgess qui demandait, en fait, le projet a-t-il permis d'étudier la participation des enfants ou de l'épouse au travail salarié? On l'a analysé, donc c'est une donnée qu'on a dépouillée, savoir si d'une part il y avait des chambreurs, là, qui est une mauvaise expression, mais bon, on sait c'est quoi, là, les chambreurs, on devait appeler ça autrement, là, de ce que j'ai pu comprendre. On a également, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes ne travaillent pas beaucoup là, dans les projets là, résidentiels à Longue-Pointe. Donc, elles n'amènent pas un revenu d'appoint beaucoup. Là. C'est assez marginal là, comme phénomène. En tout cas, pas sur le marché du travail officiel. Oui, c'est ça. C'est bien connu que la plupart des femmes mariées en milieu francophone à cette époque-là n'étaient pas sur le marché du travail officiel. Il y avait beaucoup de travail à la maison, des ménages, de la lessive, des choses comme ça, mais c'est jamais enregistré dans des sources comme les recensements. Là. Ben, c'est sûr, il y a l'économie, le volet économie familiale qui est jamais analysé. Mais Ouais. ce qu'on remarque pour le parc terminal, du moins, c'est une pratique qu'on voit plus souvent, c'est qu'on appelle ça des maîtresses dans les recensements. Là. Ça paraît un peu bizarre là, comme nom, mais une maîtresse, c'est quoi? C'est une femme qui a perdu son mari, donc, puis qui se retrouve sans revenu. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle loue un appartement à des chambreurs. Donc, elle fait que ça, puis elle est recensée comme telle dans le recensement. Donc, ce qui fait que c'est un aspect qu'on voit plus pour le parc terminal, mais qui est quand même assez marginal. Là.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que tu voudrais, William, ajouter un élément sur un aspect particulier de ce que tu as exposé, là? En fait, non, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, ça a fait le tour. Dis-moi donc un peu, peut-être que tu ne l'as pas suffisamment précisé, on voit apparaître tes deux projets vers 1902-1904, mais est-ce qu'il y a un gros développement avant la Première Guerre ou c'est plus dans les années 20? C'est plus dans les années 10, je dirais, après l'annexion de Longue-Pointe à Montréal. Donc, on commence à voir apparaître. Donc, il y a les pionniers qui arrivent et le temps que le secteur se mette en place, donc ça a un effet multiplicateur sur l'attraction des chefs de famille. Donc, mais dans l'inventaire patrimonial, parce qu'on analyse ce volet-là plus précisément, la majorité des bâtiments construits sont entre 1907 et 1920. Donc, par la suite, il y a moins de construction, là. Mais le secteur de Mercier s'est développé surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on va se le dire. Ah ouais, OK. Mais tes développements particuliers, et même dans le cas de Tétroville, on avait une municipalité distincte, hein? Bien, assez éphémère. Donc, la municipalité va exister de 1907 à 1910. OK. Sur le territoire de Mercier, il y avait 4 municipalités à son apogée. Donc, et tout ça va être annexé, sauf Saint-Jean-de-Dieu en 1910, en cas d'une loi d'annexion du gouvernement. Ouais, ouais. Bon. C'est des petites municipalités éphémères qui étaient contrôlées par les promoteurs, principalement. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais peut-être une petite question. Je ne sais pas si c'est exactement en lien avec ça pour terminer, mais William, tu as mentionné le caractère très hétérogène de Tétroville, puis que tu sais que ça s'explique au niveau de la réglementation qui était, par exemple, différente de celle de Maisonneuve. Puis je me demande justement, qu'est-ce qui peut expliquer cette absence-là? C'est une vision du promoteur ou comment ça se transpose un peu? Bien, c'est qu'au moment de la création de ces projets-là, on est à l'époque d'une municipalité de paroisse. Donc, une municipalité de paroisse, par définition, c'est un secteur qui est rural, dans la grande majorité. En sorte qu'il n'y a aucune forme de réglementation pour les bâtiments urbaines de quelque façon que ce soit. Ce qui fait que les promoteurs se contentaient de vendre les terrains puis on construisait un peu n'importe quoi. Sur une même rue, en fait, sur ma rue où j'ai grandi, la rue Mont-Sabré, on retrouve des blocs appartements des années 50, des duplex des années 10, des shoebox des années 20. Donc, tout est un peu dépareillé. La raison de ça, c'est qu'il n'y avait aucune forme d'encadrement pour les constructions. Tandis que dans les maisons neuves, c'est le comparatif que j'ai fait, très tôt, dans le développement de la municipalité, on impose des règlements de construction, puis en particulier pour le secteur de Viauville, où est-ce que dans les contrats notariés, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est précisément marqué qu'il faut une construction avec façade en pierre grise. Donc, parce que la famille Viau avait une carrière de pierre grise dans le secteur de Maisonneuve aussi, là. Puisqu'en fait, le secteur avec concentration de maisons en pierre grise le plus développé après le Vieux-Montréal. Donc, mais il n'y a rien de ça là, à Longue-Pointe. Ça, c'était une idée de M. Viau, le fondateur, qui voulait faire une ville modèle. Il y avait même le projet de la séparer de Maisonneuve, d'où le nom de Viauville. Et puis, le cachet des façades en pierre grise, là, c'était pour donner un cachet supplémentaire. C'est un phénomène très hâtif de planification privée de l'espace urbain. Hein? Cette obligation de construire, c'est un zonage privé finalement, si on veut. C'était quand même assez rare dans le contexte de l'époque. Il y avait un côté visionnaire là, chez M. Viau, qui au début ne voulait aucune usine dans son développement, qui voulait que ce soit uniquement résidentiel. Mais éventuellement, quand ses enfants, sa succession, quand la compagnie Viau a été expropriée par le Canadien Pacifique,
qu'il fallait reconstruire ailleurs, ben là, ils ont reconstruit l'usine dans le secteur Viauville, mais à l'origine, là, il ne devait y avoir aucune usine. Alors, c'est un cas de planification privée, d'urbanisme privé, si on veut. Alors, on va s'arrêter ici. Le temps est passé. Donc, je vais remercier en votre nom à tous William Gaudry et aussi vous annoncer que le 25 mars, un autre jeudi, on aura notre troisième midi du laboratoire de la saison. Cette fois-là, ça sera Éric Giroux, le directeur de l'Écomusée du Fiermont, et Julie Landreville, le commissaire d'exposition, qui vont nous parler autour de l'exposition Produits Familex de l'usine à votre porte, l'exposition, la nouvelle exposition qui est en cours à l'Écomusée. Alors, au nom du laboratoire, merci à tous les participants et à l'auditoire et de retour au mois de mars. Merci, M. Linteau. Merci tout le monde. Merci, bye bye. Salut.